Bon, on est heureux d'avoir ce soir une discussion avec Daniel Lindenberg, qui avait sorti ce livre en 2002, qui s'appelle Rappel à l'ordre. À l'époque, ça avait fait il y avait une grande émotion autour de ce livre, beaucoup de critiques et beaucoup aussi de gens qui étaient un peu secoués. Et c'était effectivement intéressant de le relire 15 ans après, enfin 14 ans après, parce que en général, quand on relit ce type de texte politique qui prend position à un moment donné, bon, on s'aperçoit qu'on s'est beaucoup trompé. Et là, il faut avouer que quand on relit aujourd'hui, 14 ans après, le texte qui vient donc d'être réédité avec une postface, on est quand même surpris par le fait que vous ayez quand même tapé juste dans ce livre à 99%. Et ça, c'est quand même une surprise quand on le lit. Il y avait effectivement, l'éditeur a dit un essai prémonitoire, mais je crois que effectivement, il y avait des choses prémonitoires dans votre livre. D'abord, je voudrais simplement en souligner quelques points qui m'ont frappé. Le premier, c'est vous expliquer que le changement idéologique qu'on commençait à apercevoir de manière très claire au tournant des années 2000, s'appuyait sur une idée, vous disiez, de revanche du peuple contre les élites. Et ça, on s'aperçoit quand même de l'actualité très forte de cette idée aujourd'hui, y compris, on a eu une réunion il y a quelques semaines sur les États-Unis et la campagne électorale aux États-Unis. On s'aperçoit qu'on ne peut pas lire ce qui se passe aux États-Unis sans avoir en tête cette idée qui exactement colle à ce qui se passe, pas simplement donc en France ou en Europe, mais y compris aux États-Unis, sans parler évidemment des éditions, ce qui s'est passé en Allemagne. Vous parliez aussi de l'actualité de ce que vous appeliez la généralisation des positions néoconservatrices. Et vous insistiez sur ce courant politique, les néocons, les néoconservateurs, courant politique né aux États-Unis, qui, on le sait, se sont fracassés sur la guerre en Irak, mais pour autant laissent des traces très importantes, y compris dans le pays où c'est né, où même si les néoconservateurs se sont fracassés sur la réalité irakienne, sur ce désastre qu'a été cette guerre, qui est à peu près reconnu désormais partout, et pourtant les positions qui ont été celles des néoconservateurs, elles continuent quelque part à empoisonner le monde politique, peut-être moins aux États-Unis, mais en France, j'étais assez intéressé de voir qu'un récent député qui venait de quitter le Parti socialiste disait qu'on avait un gouvernement aujourd'hui néoconservateur. Et je crois effectivement que quand on écoute, entre autres, les discours de Valls, les discours sur la guerre, les discours sur l'islam, on est frappé par la reprise des thèmes des néoconservateurs dans le discours politique d'un bout donc du Parti socialiste, ou du gouvernement en tous les cas. Vous parliez aussi en 2002, quand même, on est quand même longtemps avant la question du mariage gay, de l'importance que prenait la question de la domination masculine et de la remise en cause de la domination masculine comme un thème très important. Et ça, on l'a vu depuis. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé autour du mariage gay et du mariage pour tous, sinon que le mariage pour tous, effectivement, était sur le fond, mettait en cause un ordre familial et sexuel qui était basé sur la domination masculine. Et ça, là aussi, on en a pas mal discuté ici avec Éric Fassin. C'est évidemment au centre de cette affaire du mariage pour tous, il y a la question de la place des femmes, de l'égalité homme-femme. On l'a vu après, d'ailleurs, avec le fait que les gens de la Manif pour tous ont pris comme cible suivante les manuels de l'égalité, enfin la question de l'égalité à l'école, et c'était ça qui est devenu ensuite la cible suivante qui a été la leur. Vous expliquez aussi que finalement, et je vous cite, ça c'est dans l'ajout que vous avez fait pour résumer votre pensée que vous avez rédigé à ce livre, vous dites « Pour moi, l'origine de tous les procès a quelque chose à voir avec la détestation de mai 68 ». Je crois que c'est très important, effectivement, cette idée-là, c'est-à-dire la place centrale, la haine de mai 68, comme une place centrale dans le champ politique. Et ça, je crois aussi que c'était 10 ans avant la campagne électorale de... Votre livre est sorti 10 ans avant la campagne électorale de Sarkozy, et on sait que la campagne de Sarkozy de 2012 était était en grande partie sur la haine de mai 68, cause de tous nos problèmes et de toutes nos difficultés.
Vous insistiez aussi sur la conviction d'un déclin de l'école républicaine au centre des idées néo-réactionnaires et des nouveaux réactionnaires. Et ça, on l'a vu aussi, se déployer de multiples manières, et entre autres, c'est ce qui structure aujourd'hui le discours de quelqu'un comme Finkielkraut, qui est entièrement structuré autour de la question de cette conviction d'un déclin de l'école républicaine et de la nécessité de rétablir l'autorité du maître, du professeur, etc., qui reste aussi un thème qui est de plus en plus parmi nous. Enfin, vous expliquez l'importance de l'islamophobie, vous revenez là-dessus, qui est vrai, est très intéressant, comme, et ça vous le faites de cette manière-là, et je crois que c'est la bonne manière de le faire, comme une réactivation de la question coloniale. L'islamophobie n'est compréhensible comme une réactivation d'une question coloniale non digérée. Et ça, c'est évident. Quand on voit les discours actuels, c'est la guerre d'Algérie qui est parmi nous, qui est une question pas liquidée. C'est la question, quelque part, la question de l'OS est toujours parmi nous, quoi, pour reprendre une formule que François Gèze, spécialiste de l'Algérie, emploie souvent. Il dit que la question de l'OS n'est toujours pas liquidée, elle est toujours parmi nous, elle est toujours dans la question de l'État. Alors évidemment, il y a des questions sur lesquelles on pourrait discuter plus, et je terminerai là-dessus. Vous êtes sévère, pour tout le monde, d'une certaine manière, dans votre livre, mais c'est bien, c'est votre rôle d'analyste, et on veut que vous en remercier, et c'est pour ça qu'on vous invite. Votre sévérité va aussi sur l'extrême gauche. Vous n'êtes pas tendre non plus avec l'extrême gauche, et je vous cite parce que c'est un passage qui est intéressant et qui interroge toute une partie d'entre nous. Bon, ici, on est très divers, mais il y a quand même beaucoup de gens ici issus de la gauche. Vous disiez dès 2002, ceux qui, avec les derviches tourneurs du mouvement social, entre guillemets mouvement social, promettaient de nouveaux pôles de radicalité, semblent aujourd'hui aussi démunis que les autres devant les bouleversements du paysage idéologique et politique. Ben, il faut bien avouer que c'est pas faux. C'est pas faux, et je vous reconnais que là-dessus, que même si les mouvements sociaux ont une importance clé, on est en plein dedans aujourd'hui, on s'en rend compte. Avec la loi El Khomri, c'est le mouvement social qui joue tous les enjeux. Et là, c'est même pas le mouvement social, c'est la peur du mouvement social qui fait rebasculer toutes les politiques et qui donne les limites aux attaques politiques aujourd'hui du gouvernement. C'est ça qui met les limites aux actions qu'ils peuvent mener. C'est la peur d'un mouvement social dont on pourrait voir les ferments aujourd'hui. Mais effectivement, on ne fait pas une politique uniquement à partir de la question du mouvement social. Je pense que ce n'est pas effectivement en étant, comme vous dites, les derviches tourneurs du mouvement social qu'on construit une orientation politique. Voilà. Donc c'est ça, moi, qui m'a frappé en relisant 15 ans après ce livre que j'avais lu en 2002 quand il était sorti. C'est ça qui m'a frappé, et je dois dire qu'il n'y a pas tellement de points, j'en ai cherché, où j'aurais pu dire, ah ben là quand même, là vous vous êtes trompé. Ben non, il n'y a pas tellement de points, il n'y a pas de point où on puisse dire cela, et je crois que ça justifiait ça qu'on ait à nouveau une discussion avec vous sur ce qui se passe maintenant, sur ce qui existe et sur la façon dont les choses se sont développées pendant ces 15 ans depuis votre livre. Et je vous cède la parole et je vous remercie d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Donc je remercie l'association Louise Michel, un très beau nom. Et je voudrais aussi dire que je rebondis tout de suite sur ce que vous dites sur ma sévérité vis-à-vis de l'extrême gauche. Elle n'est pas, c'est pas toute. Bon, c'est pas ici que j'apprendrai à quiconque que l'extrême gauche c'est une catégorie fourre-tout où il y a beaucoup de choses. J'accrochais surtout quelqu'un comme Alain Badiou. Ça, je continuerai à le faire, etc. Je pense que j'ai des désaccords, mais par contre, puisque c'est Daniel Ben Saïd qui est à l'origine de votre association, c'est quelqu'un qui avait approuvé les grandes lignes de mon livre. Il ne s'était pas senti mis en cause, de même que des gens comme Michael Levy ou Enzo Traverso, etc., des intellectuels, je crois, proches de votre mouvance. Donc, je commencerai effectivement mais vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied déjà, parce que vous avez soulevé beaucoup de points.
je crois quand même que la différence entre hier, c'est-à-dire 2002, et aujourd'hui 2016, c'est que en 2002, au fond, une grande partie de l'incompréhension que j'ai rencontrée venait du fait que, au fond, je mettais en cause des intellectuels isolés, parfois même peu connus encore du grand public, et qu'on pouvait se demander pourquoi je les appelais des nouveaux réactionnaires. Enfin, je les appelais des nouveaux réactionnaires parce que il y a une chose qui n'est pas anecdotique, c'est que ils étaient nouveaux comme réactionnaires dans la mesure où ils venaient souvent de la gauche et de l'extrême gauche. Justement, c'est la question de l'extrême gauche dans ce livre, c'est que très souvent, j'interpellais des gens d'ailleurs surtout qui avaient appartenu à la mouvance maoïste, surtout plutôt que trotskiste, mais qui étaient devenus justement néoconservateurs. Il y a eu comme ça un mouvement, quand on regarde les intellectuels qui ont soutenu 2 ans, oui, c'était 1 an après la parution de mon livre, la guerre d'Irak, la guerre de George W. Bush, on s'aperçoit que c'était des gens qui pensaient poursuivre un combat avec toujours beaucoup d'ailleurs de véhémence, beaucoup de mauvaise foi, un certain terrorisme intellectuel, mais là avec un alignement complet sur justement ces thèses néoconservatrices. Donc je rappelle que qu'est-ce que c'est qu'un néoconservateur? Parce que comme j'ai annoncé pour ma conférence que je pense qu'on assiste aujourd'hui à une vaste, dans le monde, pas seulement en France, pas seulement en Europe, puisque effectivement ce qui se passe aux États-Unis est quand même significatif, même ça a de quoi faire peur. C'est une révolution conservatrice, c'est des gens qui ne se contentent pas, ça s'applique à des gens qui ne se contentent pas de déplorer la décadence, le déclin, d'être ce qu'on appelle décliniste. Ils pensent qu'on peut revenir en arrière, on peut rétablir un état de choses ancien qui à leurs yeux était préférable. On peut faire en quelque sorte une contre-révolution en s'appuyant justement sur le peuple. C'est ça le problème. Mais le problème, effectivement, c'est que dès cette époque-là, dès 2002, il était clair que le peuple dont il s'agissait, par exemple en France, c'est le peuple blanc. C'était absolument pas ce que, dans le langage traditionnel de l'extrême gauche, on a toujours appelé les masses populaires, mais il s'agissait d'un peuple imaginaire d'ailleurs, de Français de souche, menacé par une série de catastrophes que les néoconservateurs identifiaient, ces catastrophes étant l'immigration, mais essentiellement l'immigration musulmane, donc l'immigration, l'islam, et puis comme vous l'avez très bien rappelé, au fond, ce que des gens déjà à l'époque comme Soral, mais aujourd'hui c'est Éric Zemmour, qui en est le talentueux porte-parole de cette idée, qu'il y a une féminisation de la société. Il n'y a pas seulement une émancipation des femmes, mais c'est les femmes qui dominent, et ça a des conséquences sur la perte d'un certain nombre de vertus viriles, c'est-à-dire l'autorité, la capacité d'affronter la guerre comme horizon ultime de décision politique, et le fait donc qu'il y ait cette émancipation des femmes, mais aussi l'attribution de droits aux homosexuels,
Parce que dans le discours, par exemple, de Zemmour, on voit très bien qu'il est complètement obsédé par l'idée que les gays sont en train aussi de conquérir la société. C'est-à-dire ce sont des gens, au fond, les néoconservateurs, qui sont incapables de concevoir l'égalité. Pour eux, quand une catégorie dominée est émancipée, c'est pas pour rentrer dans la cité avec des droits égaux, c'est pour dominer cette société. Et effectivement, par exemple, si vous regardez aujourd'hui la campagne de Donald Trump aux États-Unis, c'est exactement ce qu'il dit. Dans tous ses discours, il attise la peur du mâle blanc chrétien d'être dépossédé sur son propre sol de son pouvoir. Alors là, aux États-Unis, ce sera les Noirs, les Latinos, les femmes, les gays. Mais il est incapable de voir que c'est simplement des gens qui réclament leurs droits. Et donc, il veut revenir, bon, aux États-Unis, on n'appelle pas ça mai 68, c'est le mouvement des droits civiques, les 60s, le mouvement donc aussi hippies ou des années 60. Tout ça est diabolisé au profit de l'idée du retour à un ordre ancien qui est d'ailleurs qui n'a jamais existé. C'est ça aussi dans le discours des néoconservateurs qui est frappant, c'est qu'en fait ils veulent revenir en arrière, mais ça c'est toujours le cas dans les mouvements contre-révolutionnaires. Ils parlent d'un monde qui n'a jamais existé. Alors vous avez évoqué l'école. Ça c'est très intéressant parce que effectivement en France surtout, et il n'y a pas que Finkielkraut, toute une pléiade de penseurs ou même simplement il n'y a qu'à voir le nombre de livres qui ont été écrits depuis 20 ans par des profs aigris, déçus, etc., qui expliquent quel enfer ils ont vécu à enseigner en banlieue. En général, c'est toujours en ZEP, en banlieue, etc. C'est terrible. C'est les barbares. Ils ont été ils ont subi les pires avanies. Mais donc, alors derrière, il y a l'idée, qu'est-ce que c'était bien l'école républicaine. Seulement, cette école républicaine, je ne sais pas où ils l'ont trouvée. Moi, je la cherche encore parce qu'en réalité, la Troisième République, il a fallu attendre 1936 pour que Jean Zay, ministre de l'Éducation du Front populaire, instaure la gratuité du secondaire, etc. Donc, il y avait effectivement on savait, ce qu'on a complètement oublié. Ils ont réussi à nous faire oublier ce que nous, il y a 50 ans, on savait très bien que c'était une école qui reproduisait les inégalités et qui n'était pas, qui avait des mérites, mais en tout cas pas celui d'instaurer un service vraiment unique de l'éducation. Il y avait vraiment une école pour les dominants et une école plutôt pour les dominés. Et donc, mais on parle donc d'un paradis perdu qui, encore une fois, est purement fantasmatique. Même chose pour la culture en général. Alors on en appelle aussi au fait que la littérature, je pense à un auteur un écrivain comme Richard Millet. Aujourd'hui, on a perdu la langue, la vraie littérature est morte. Finkielkraut aussi est très nostalgique au fond de ce qu'était la culture classique. Mais là aussi, il faut pas oublier
que cette culture classique était tellement sclérosée, tellement à bout de souffle, que tous des gens comme Sartre, des gens comme même, malgré qu'il était dans l'autre camp, Céline, etc., ont dû quelque part faire une révolution dans la langue, dans la littérature, parce que c'était entièrement sclérosé. Donc cette idée d'une révolution conservatrice, comme l'ont prouvé les expériences qu'on a connues, par exemple en Allemagne, où on a commencé à parler de révolution conservatrice dans les années 30, juste avant le nazisme. Une révolution conservatrice n'a jamais abouti à une restauration telle quelle de l'ordre ancien, mais à instaurer un ordre nouveau qui s'est appelé en général le fascisme. Hein. C'est ça qui frappe. Et moi, ce qui m'avait frappé, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas dit dans mon livre et que je redis pas non plus dans la postface, mais que je peux dire ici, parce que c'est-à-dire que en fait, de façon souterraine, implicite, je fais quand même une comparaison entre ce qui se passe chez les intellectuels et puis ce qui se passe dans le pays avec, par exemple, la montée déjà dramatique à l'époque. Rappelez-vous, le 21 avril 2002, la montée du Front National. C'est-à-dire que sur ce plan-là, je suis resté gramscien. C'est-à-dire que il s'agissait tout ça. C'est les intellectuels sont les poissons pilotes très souvent de quelque chose qui ensuite va gagner l'ensemble de la société. Et ce qui m'avait paru déjà à l'époque très préoccupant en tant que citoyen, c'était le fait que au fond ces intellectuels dont je parlais, peu importe, on a cité un nom, mais je ne vais pas là, franchement, c'est pas pour dire un tel, etc. Mais cette façon de penser aboutissait on peut la résumer de la façon suivante. Il y a des tabous à lever. Il faut oser dire un certain nombre de choses. Il faut oser. C'est-à-dire que de l'extrême gauche, ces gens-là ont gardé un style qu'on peut ainsi résumer. Effectivement, voilà, on va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité. Là, c'est pas la vérité sur l'exploitation, comme les militants justement d'après mai 68 qui expliquaient aux ouvriers, voilà, c'est comment les patrons vous grugent, comment ils vous oppriment, il faut oser se révolter, etc. On a raison de se révolter. Là, on a raison de revenir à un certain nombre d'idées. Par exemple, on a raison d'être raciste. Au fond, c'était un peu ça. Le procès on fait plus le procès du racisme, on fait le procès de l'antiracisme. Pourquoi on fait le procès de l'antiracisme? Parce que l'antiracisme, c'est justement une façon de culpabiliser les pauvres français de souche. Alors, on pouvait même, à l'époque, ajouter encore une pincée d'arguments encore soit pseudo-marxistes, disant voilà, l'immigration, c'est l'armée industrielle de réserve, et le capital, ça c'était encore quelqu'un comme Alain Soral. Il y a Alain Soral dans mon bouquin, parce qu'à l'époque, c'était pas le Alain Soral de maintenant, qui, bon, c'est lui, aujourd'hui c'est carrément un néo-nazi, voilà, donc les choses sont claires. À l'époque, c'était beaucoup moins clair. Il se présentait encore comme presque un homme de gauche, mais qui utilisait finalement les catégories de la lutte des classes pour dire il y a une lutte entre les Français et les immigrés, parce que les immigrés, ils sont là pour déposséder le prolétariat, prolétariat donc indigène, français,
ces droits, par exemple, à la préférence nationale, tout simplement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très peu de temps après que mon bouquin soit sorti, Soral a adhéré pour un temps au Front National. Donc, procès, là, au nom de... On ose dire la vérité, on ose dire que l'antiracisme, c'est encore un attrape-nigo pour culpabiliser le peuple, et procès également des droits de l'homme, du droit de l'hommisme. Alors c'est très intéressant parce que le procès des droits de l'homme, ça permet au fond de faire le procès de l'égalité, qui est au fond, ça je pense qu'il faut le répéter, la cible c'est vraiment l'égalité. Il n'y a pas sur un même sol, il y a ceux qui ont vraiment des droits et ceux qui ne doivent pas en avoir. Et donc, si on invoque les droits de l'homme, là, il faut oser dire qu'il y a quelque chose de plus important que les droits de l'homme, c'est la souveraineté nationale. On voit très bien d'ailleurs pourquoi donc ces gens aujourd'hui, à l'époque on ne parlait pas de souverainisme, mais aujourd'hui c'est ça qui fait le lien entre des gens comme Finkielkraut, comme Zemmour, comme Natacha Polony, comme un certain nombre d'autres, qui sont souvent passés d'ailleurs par le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, etc., et qui utilisent, et c'est ça qui est important, qui utilisent des mots qui appartiennent à la tradition, au fond, démocratique, pour les retourner entièrement. Par exemple, les mots de république et les mots de laïcité. Par exemple, sur la laïcité, pour moi, en tout cas, je sais que c'est toujours un sujet qui fait débat, y compris dans toutes les familles politiques, peut-être même ici. Moi, je tiens fermement à l'idée que la laïcité est dans le débat public en France est devenue une arme de discrimination. Une arme de discrimination justement contre les populations d'origine coloniale, surtout que lorsqu'elles sont labellisées musulmanes, de façon d'ailleurs complètement arbitraire, puisque en parlant de l'islam ou des musulmans en France, on met à la fois des gens qui sont des musulmans croyants mais parfaitement pacifiques, des gens qui adhèrent à une version de l'islam extrême, jusqu'à des gens qui peuvent effectivement basculer dans une petite poignée qui peut basculer dans le terrorisme. Et surtout, on assimile des gens qui peuvent être absolument athées, incroyants, etc., mais qui sont simplement ce qu'on peut appeler des musulmans sociologiques. Mais ce procès qui est fait de l'islam permet au fond de ne pas apparaître justement tout simplement discriminatoire et au fond raciste, sans vouloir l'avouer, mais comme laïque. Alors je ne parle pas simplement de mouvements caricaturaux comme Riposte laïque. Là, évidemment, on voit de quoi il s'agit. Des gens qui organisent des apéros saucissons, des choses comme ça, qui jettent du porc sur des têtes de porc sur les mosquées. Mais très souvent des gens qui beaucoup plus policés, apparemment beaucoup plus fréquentables, mais qui défendent la laïcité, défendent surtout donc une idée d'une France où
le fait simplement d'avoir un nom musulman est suspect. Je rappelle par exemple que Éric Zemmour fait campagne pratiquement pour que on ne donne plus de prénoms musulmans aux enfants, ce qui a permis à Robert Ménard à Béziers de faire sa fameuse enquête. Effectivement, les militants là-bas ont réussi à arrêter ça. Ils voulaient faire un comptage des musulmans de Béziers en allant dans les écoles pour voir les prénoms des enfants. Et il disait c'est une méthode scientifique, il n'y a pas mieux que ça. Donc ça rappelle de sinistres souvenirs, bien entendu, que je n'ai pas besoin d'évoquer ici. Mais donc il y a une espèce donc de chasse aux musulmans qui fait que très souvent les militants antiracistes ou militants de gauche, vraiment de gauche, etc., sont sur la défensive parce que, par exemple, il y a ce terrorisme qui... j'ai employé le terme déjà islamophobie. Je pense qu'avoir été un des premiers à l'employer à l'époque, alors il n'était pas. Et aujourd'hui encore, dès qu'on emploie ce terme... y compris, par exemple, là où on ne croirait pas avoir ce genre d'objection, par exemple au parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, où je me suis, à ma grande surprise, je me suis entendu dire dans un débat par un dirigeant de ce parti, nous n'employons pas ce terme-là, parce que la critique d'une religion est légitime. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de la critique de l'islam. Personne n'a interdit à quiconque de faire une critique des sources de l'islam, des formes de l'islam, comme on peut le faire pour le christianisme, le judaïsme, etc. Le fait est que, si on emploie le terme islamophobie, c'est que l'islamophobie est aujourd'hui un masque derrière lequel apparaissent des propos ou des mesures qu'on n'oserait pas proférer ou prendre si on disait carrément c'est les Arabes qui sont suspects. Donc on ne dit pas arabe, on dit musulman, donc on dit islamophobie. Malheureusement, c'est comme ça que parce que le débat public est piégé et que donc ce détournement, ce hold-up qui a été fait sur la laïcité, en général, on ne sait pas, on y répond de façon très maladroite. Même chose pour la République. C'est très bien la République, mais justement, je faisais allusion à un certain mouvement. Depuis pas mal d'années, le label républicain est employé, lui aussi, contre la démocratie, finalement, contre l'égalité. C'est-à-dire que la République, c'est quelque chose dont certains ont le monopole. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, vous évoquiez, je crois, notre gouvernement actuel et en particulier le Premier ministre. Alors c'est justement le point où je voulais en venir maintenant, c'est que la différence entre 2002 et 2016, je la vois essentiellement dans le fait que un mouvement qui était un mouvement d'idées, qui concernait donc des intellectuels, aujourd'hui est devenu une doxa, un discours dominant, également dans le politique. Alors, vous parliez, quand c'était Nicolas Sarkozy, qui faisait le procès de 68 ou qui organisait des débats sur l'identité nationale, on disait c'est Sarkozy. Voilà, c'est un type, c'est la droite décomplexée, il se lâche, c'est pas très étonnant. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'en est plus là.
avec Manuel Valls, on a quelqu'un qui utilise, c'est comme s'il avait puisé dans mon bouquin, et il avait repris toute une série de mots-clés, comme on dit quand on fait en 2 zéros, des mots-clés, par exemple, comme la culture de l'excuse. Là, je parlais de ça, parce que, alors pour ceux qui ne voient pas très bien de quoi il s'agit de... au fond, c'est surtout quelqu'un comme Finkielkraut, il excelle là-dedans depuis longtemps. Si on lui dit... on lui dit, bon, il y a de la délinquance ou aujourd'hui il y a une tentation terroriste, etc., ça a peut-être à voir avec la situation sociale des quartiers difficiles, le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas reconnus justement comme de vrais citoyens français égaux aux autres, bien qu'ils aient des cartes d'identité françaises, mais ils sont discriminés dans l'éducation, dans le logement, ils sont tout simplement vus comme différents, irréductiblement différents, et donc ça explique, ça n'excuse pas d'ailleurs, mais ça peut expliquer certaines dérives. Et ah non, ça c'est la culture de l'excuse. Il faut simplement, donc c'est un discours qui dit il faut cogner, il faut réprimer, il faut employer tout. En gros, c'était effectivement le discours de Sarkozy, le Karcher. Il faut nettoyer tout ça sans aucun état d'âme. Encore une fois, c'était Sarko. Aujourd'hui, donc, c'est Manuel Valls, d'ailleurs, qui pas quelqu'un, d'ailleurs, qui apparaît avoir un grand souci de cohérence, parce que au lendemain des massacres de Charlie Hebdo, il avait lui-même parlé d'un apartheid en France. On se disait, tiens, il y va fort, quelque part, parce que l'apartheid, c'est quand même un système juridique... c'est pas en France, mais enfin très bien, veut dire. Mais aujourd'hui, il est converti à la chasse à la culture de l'excuse. Il n'y a rien à comprendre, circuler, il n'y a rien à voir. La tentation djihadiste, alors on ne sait pas, c'est des gens qui ont ça dans le sang, voilà, donc on ne sait pas trop, mais voilà, donc c'est un des éléments, mais il y en a d'autres c'est comme aussi l'antisionisme, c'est un antisémitisme. Il va au CRIF, très bien, pour expliquer que ce que justement Finkielkraut et Bruckner expliquent depuis des années, que toute critique de l'État d'Israël, c'est de l'antisémitisme, etc. Donc voilà. Donc le néoconservatisme, effectivement, se rit un peu aujourd'hui du clivage droite-gauche. On ne sait plus très bien en quoi le fait d'être à gauche, d'être au Parti socialiste, alors fort heureusement, au Parti socialiste et à gauche, il n'y a pas que Manuel Valls, hein, il ne faut pas non plus tomber dans... Mais il se trouve qu'il est Premier ministre, que le président de la République lui-même est quand même assez ambigu, et que donc on a un pouvoir qui... c'est comme aussi... Oui, sur Manuel Valls, j'en ai pas fini avec lui, je m'acharne, mais c'est quand même lui qui a récemment trouvé bon de quoi d'ailleurs de dire que j'ai un trou là. Bon, ça me reviendra. Mais c'était quelque chose quand même d'assez important. Mais ce qui aujourd'hui est également frappant,
c'est le fait que les néoconservateurs, au niveau européen, sont partout à l'offensive. Sont partout à l'offensive, c'est-à-dire que dans ce livre, je me préoccupais uniquement d'une situation hexagonale. Comme si la France était un îlot. Bon, il y avait un parallèle avec les États-Unis, un parallèle entre, au fond implicite, entre les gens qui abjuraient en France leur anticolonialisme et ceux qui, aux États-Unis, avaient participé à un moment au mouvement pour les droits civiques. Ça, c'est les vrais néoconservateurs américains qui étaient devenus des adversaires résolus de la déségrégation et qui se ralliaient donc à la forme la plus réactionnaire de la politique américaine à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, vous apercevez que les partis politiques européens, qu'ils soient de droite et de gauche, qui ont encore une fidélité à des idéaux pluralistes, démocratiques, égalitaires, subissent défaite sur défaite. Je crois que très important, même s'il faut relativiser, la défaite d'Angela Merkel en Allemagne, qui n'est pas entièrement une défaite au fond des partisans de l'accueil aux migrants et de l'égalité entre les Allemands de souche et les immigrés musulmans, puisque ce qu'on n'a pas, c'est une petite parenthèse, mais ce qu'on n'a pas assez souligné, c'est que les partis politiques qui sont les plus favorables justement à cette égalité, les Verts allemands et le Parti libéral ont progressé. Donc ça relativise un peu, mais il y a quand même donc un sérieux rappel à l'ordre, effectivement, qui est donné par l'électorat allemand. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été précédé depuis des années par un mouvement chez certains intellectuels allemands, y compris des intellectuels qui avaient participé au mouvement des années 60, qui avaient suivi le SDS, des gens qui avaient été proches d'Annie Cohn-Bendit, etc., se sont radicalisés aussi en défendant aussi également l'identité nationale allemande et la culture. Il y a tout un mouvement, il y a de très grands, de très grands auteurs, je pense par exemple à un dramaturge écrivain allemand comme Boto Strauss, qui n'est pas rien dans la culture allemande, et qui est très supérieur à ce qu'on trouve ici sur le marché comme néo-réactionnaire. Je pense quand même que les gens que j'ai ciblés sont pas comment dire, ce sont pas ni de grands philosophes, peut-être de grands écrivains, si on attribue à Michel Houellebecq la qualité de grand écrivain, ça peut se discuter, mais enfin, en tout cas, bon, il s'agit de quelqu'un qui a effectivement marqué et qui faisait partie là aussi, peut-être, je peux me flatter d'avoir
pas m'être planté complètement, c'est quand j'ai essayé de montrer que Michel Houellebecq n'était pas seulement un écrivain qui mettait en scène des personnages qui tenaient des propos intolérables, et c'est ce qu'on me disait à l'époque, mais ce sont ces personnages, etc. Mais déjà à l'époque, lui-même, en tant que Michel Houellebecq, quand il était interviewé, tenait des propos du genre l'islam c'est la religion la plus con, etc. C'était pas ses personnages, c'était lui. Et aujourd'hui, il a fait un grand succès de librairie avec un livre qui s'appelle Soumission, dont le titre est tout un programme. C'est-à-dire que la France, l'Europe est prête à se coucher devant l'islam, à élire même un président musulman, parce que justement, il n'y a plus d'hommes en France. Là, on retrouve la misogynie, etc. Donc, les vrais hommes, il faut les trouver dans l'islam, etc. Donc, c'est eux qui vont dominer. Donc, voilà. Tout ça était en germe à l'époque. Mais, à part ça, je trouve qu'il y a donc une différence très nette de niveau entre ce qu'on peut trouver dans des pays comme l'Allemagne et l'Italie comme nouveaux réactionnaires et la médiocrité, malgré tout, des gens qui, en France, tiennent le haut du pavé avec quand même pas grand-chose, finalement, ni sur le plan philosophique, ni sur le plan littéraire. Mais donc, ce sont des idéologues, et comme idéologues, ils ont tout à fait réussi, comme ils réussissent aussi non seulement donc en Allemagne, mais aussi en Pologne, en Hongrie. Et surtout, il y a une chose qui est, je ne sais plus où j'en suis de mon temps de parole. Encore 5-10 minutes. Oui. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que à l'époque, ce qui interdisait de faire le parallèle avec les années 30, je flirtais un peu avec ce parallèle, comme le font toujours les gens qui voient un grand mouvement de retour en arrière en France, avec effectivement des idées qui rappellent un peu Vichy, qui rappellent un peu l'OAS, etc. Donc on se dit, est-ce que les années 30 sont de retour? Et à l'époque, j'inclinais plutôt à croire que ce n'était pas le cas, dans la mesure où dans les années 30, il y avait, par exemple, le fascisme existait effectivement dans plusieurs pays. Il y avait un point d'appui. Les gens qui en France voulaient une révolution conservatrice pouvaient regarder, lorgner du côté au-delà des Alpes ou au-delà du Rhin. En 2002, on ne pouvait pas trouver un équivalent. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la Russie de Poutine. Il faut voir que beaucoup des gens, des personnages qui s'agitent pour dire justement il faut revenir au fond il faut revenir de cette maladie, de ces maladies contemporaines qui sont donc les droits de l'homme, le féminisme, l'égalitarisme. Il faut en revenir pour retrouver la santé. Ils peuvent regarder du côté de la Russie de Vladimir Poutine. C'est clair au niveau politique, puisque on sait que Poutine finance le Front National en France et un certain nombre de souverainistes, ce dont se réjouit un intellectuel comme Jacques Sapir, qui appelle un peu justement ça aussi, ça rappelle les années 30, un rassemblement de tous les contestataires de l'État libéral ou de l'Europe qui se situent à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Tous ces gens auraient vocation à se retrouver dans ce qu'il appelle lui-même un véritable Front National, un véritable, pas seulement Front National rikiki mais le vrai front de tous les patriotes.
Et donc, il y a aujourd'hui ce pays qui est la Russie, qui quand même fustige la décadence occidentale, par exemple en faisant la chasse aux homosexuels. Si vous regardez, je me suis quand même efforcé de regarder un peu les discours qui sont tenus par les dirigeants russes ou par les gens qui sont leurs porte-parole à la presse, de leur presse ou à la télévision. La société occidentale, pour eux, c'est une société là justement dominée par les gays, etc. Et il faut empêcher cette peste de venir en Russie. Il faut aider au contraire les gens qui en Occident se battent contre aussi bien l'idée par exemple le mariage pour tous, mais aussi on lit ça à la montée là aussi de l'islam, des ethnies non européennes. Donc ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est que le poids qu'un discours comme ça, le discours de Poutine, qui est quand même, à part son appel à la grandeur de la Russie, mais enfin bon, ça c'est son affaire, mais sur le plan idéologique est vraiment le concentré, le festival de toutes les idées réactionnaires qui nous ramènent carrément au XIXe siècle. À quel point les élites françaises aujourd'hui, et je pense beaucoup à la droite, pour beaucoup de leaders de la droite française, Poutine est l'exemple à suivre, mais aussi ça fait des ravages à gauche, aussi bien au niveau politique qu'intellectuel. Donc c'est ça qui est à craindre, c'est que la montée aujourd'hui du populisme, j'aime pas beaucoup ce mot parce que être pour le peuple, c'est comme l'appel au peuple. Il n'y a rien de meilleur, après tout, qu'on veuille, si le peuple, c'est lui qui est le sujet, l'animateur de la démocratie, je ne vois pas pourquoi on serait contre. Mais c'est cette idée du peuple qui est une idée discriminatoire, une idée de division qui s'exprime dans des théories qui, là aussi, ont pignon maintenant sur rue, et pas seulement dans quelques cercles d'allumés complotistes, la thèse du grand remplacement. Je ne sais pas si vous connaissez cette thèse, elle vaut le détour. C'est la thèse de Renaud Camus, donc un des personnages, un écrivain, autrefois socialiste, etc., mais aujourd'hui qui se situe à la droite de la droite. Il dit il y a un complot pour remplacer les populations européennes, donc les populations blanches, par des immigrés. C'est-à-dire que l'immigration de masse est, par exemple, à ses yeux, le grand exode qui vient aujourd'hui du Moyen-Orient, c'est pas du tout quelque chose qui vient par hasard, c'est quelque chose qui est mûrement pensé, alors par un parti mystérieux dont il a d'ailleurs de la peine à définir les contours, mais enfin il y a un complot pour remplacer, grand remplacement, les populations indigènes, aborigènes de l'Europe par des musulmans. C'était déjà la thèse il y a quelques années d'une soi-disant historienne anglo-égyptienne, Gisèle Littel, dont le
pseudonyme est Battiéor, qui avait écrit un livre qui s'appelle Eurabia, qui là aussi disait que dans 20 ans, l'Europe sera régie par la charia. Voilà, c'est comme ça, c'est écrit. Si on ne réagit pas, parce que justement, c'est, comme dit Finkielkraut, à qui j'emprunterai ma conclusion, il y a un choix à faire. Il l'a dit, ça c'est quelque chose que... il a radicalisé sa pensée l'an dernier, au lendemain des attentats sanglants contre Charlie Hebdo. Il dit il y a deux parties, au fond, la lutte politique et idéologique chez nous, elle se résume de façon très simple, très binaire. Il y a le parti de l'autre. Alors l'autre, c'est l'étranger, le musulman, il ne dit pas le juif parce que ça lui est difficile, etc. Parce que lui, il estime maintenant que les juifs sont du bon côté, ils vont à l'Académie française, etc. Et donc, il n'y a plus rien à craindre pour eux. Si, il y a à craindre, justement, ils ont à craindre les méchants musulmans qui sont antisémites génétiquement antisémites, etc. Mais donc, le parti de l'autre, et puis il y a le parti du sursaut. C'est-à-dire, vous voyez ce que ça veut dire. Et ça, c'est vraiment de la pensée néoconservatrice pur sucre. Il s'agit plus simplement de déplorer, d'être spectateur navré de la décadence, mais il faut un sursaut, c'est-à-dire il faut revenir. Alors, comment Finkielkraut lui-même reste assez vague, parce qu'il a toujours la prudence il dit des choses, mais il ne dit pas exactement, ou il les dit de façon euphémistique, etc. Mais quelqu'un comme Zemmour, qui a quand même fait l'an dernier, qui a vendu 500 000 exemplaires, et quand même 500 000 exemplaires, c'est pas rien pour un essai, pour son suicide français, suicide. Oui, on va mais après, on lui a demandé, alors on n'a pas envie de se suicider, maître, que faut-il faire? Et il l'a dit en Italie, il dit au fond, c'est très simple, voilà ce qui s'est passé, moi je viens d'Algérie, ce qui s'est passé en Algérie en 1962, on a viré d'Algérie 1 million de pieds noirs. Pourquoi ne pas réfléchir au fait de virer les musulmans de France ou d'Europe? C'est pas inconcevable, etc. Donc c'est comme ça que certaines idées sont inoculées petit à petit, et ça passe. Autrefois, c'était des idées... On n'aurait même pas dit que c'est des idées du Front National, c'est des idées de certains secteurs du Front National, les secteurs les plus liés à l'histoire de la collaboration ou de l'histoire de l'OAS, où aujourd'hui, par exemple, ce serait Jean-Marie Le Pen et son journal Rivarol, etc. Mais là, aujourd'hui, ces thèses du grand emplacement, ces thèses de la remigration. Il faut que vous appreniez ces mots-là, parce que peut-être dans le débat idéologique, aujourd'hui c'est encore confidentiel, mais demain ça va. Donc il y a le grand emplacement, j'ai expliqué ce que c'est, puis il y a la remigration. La remigration, ça veut dire l'immigration à l'envers, on va les renvoyer chez eux. Et donc c'est en cela qu'il me semble que, je ne sais pas si mon essai était prémonitoire, mais en tout cas, malheureusement, on a plutôt assisté à une radicalisation des phénomènes que je décrivais, plutôt au constat, ouf, non, c'était pas si grave que ça, c'était un écrivain par-ci, un écrivain par-là. Alors à propos d'écrivains, je voudrais finir là réellement par une citation, parce que parfois les écrivains ont ça d'utile, c'est qu'ils savent résumer en une ou deux phrases des développements longs et laborieux, comme ceux que je vous ai infligés à l'instant, et sont beaucoup plus... Alors, par exemple, voilà...
ce que disait Maurice Dantec. Maurice Dantec, je ne sais pas si ça dit quelque chose, parce que c'est un écrivain qui avait un certain succès justement il y a 15 ans, qui a un peu disparu des écrans, des radars, mais donc c'est quelqu'un qui venait justement, qui est assez typique, qui venait de l'extrême gauche, mais qui dans les romans qu'il s'était mis à écrire à la fin des années 90, redécouvrait vraiment le fascisme, pour aller très vite. Voilà ce qu'il écrivait. Ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité ne sont accessibles au Mars. Voilà. Donc, les choses sont dites, et malheureusement, il faut bien être conscient qu'à côté de tous les discours ineptes qu'on entend sur la République, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, y compris malheureusement là où on ne les attendrait pas. Merci.